Tu n'es pas laide, tu as juste besoin de mieux t'arranger et de m'épouser. Lucie Dubois n'en revenait pas de ce qu'elle venait d'entendre. Elle était là, cherchant des restes de nourriture dans une poubelle du jardin du Luxembourg, quand un homme impeccablement vêtu s'est approché et lui a fait la proposition la plus absurde qu'elle ait entendue en ses 32 ans de vie. C'est alors qu'il s'agenouilla là, au milieu de la foule affairée, tenant une petite boîte rouge avec une bague qui brillait sous la lumière du crépuscule. « Je sais que vous ne me connaissez pas », dit l'homme, ignorant les regards curieux des passants qui commençaient à se rassembler autour d'eux. « Mon nom est Antoine Chevalier, et j'ai désespérément besoin de votre aide. » Lucie recula de quelques pas, serrant fort le sac en plastique où elle gardait ses maigres possessions. Ses cheveux bruns étaient en désordre. Ses vêtements déchirés et sales racontaient l'histoire des 6 derniers mois passés dans la rue. Mais ses yeux bruns conservaient encore une étincelle d'intelligence qui avait attiré l'attention d'Antoine dès l'instant où il l'avait vue. « Êtes-vous fou ?» murmura-t-elle, regardant autour d'elle et remarquant que plusieurs personnes s'étaient arrêtées pour assister à la scène. « Levez-vous, vous vous ridiculisez. »« Je ne suis pas fou. Je suis désespéré, » répondit Antoine sans bouger de sa position. « Je dois me marier avant la fin du mois, sinon je perdrai tout ce que j'ai construit dans ma vie. » Lucie ressentit un mélange de colère et de honte. Comment cet homme osait-il apparaître de nulle part et faire une proposition si humiliante? Elle, qui avait été une professeure de littérature respectée à l'université de la Sorbonne Nouvelle, était maintenant traitée comme quelqu'un qui avait besoin de charité. « Je n'ai pas besoin de votre pitié, » dit-elle en essayant de passer à côté de lui. « Cherchez quelqu'un d'autre pour vos jeux. » Mais Antoine se leva rapidement et lui barra le passage, gardant toujours une distance respectueuse. « Ce n'est pas de la pitié, c'est une affaire, un contrat. Vous m'aidez, je vous aide. C'est aussi simple que ça. Quel genre d'aide un homme comme vous pourrait-il avoir besoin de quelqu'un comme moi ?» Lucie croisa les bras, défiante. « Mon grand-père a laissé une clause dans son testament. Pour hériter de l'entreprise familiale, je dois être marié avant mes 35 ans. J'ai exactement 23 jours pour trouver une épouse. Sinon tout ira à ma cousine Delphine. » Lucie étudia son visage. Antoine avait des traits marqués, des yeux bleus pénétrants, et semblait avoir environ 34 ans. Son costume était clairement cher. La montre à son poignet semblait coûter plus que ce qu'elle gagnait en un an lorsqu'elle travaillait encore. Mais il y avait quelque chose dans son expression qui ne semblait pas faux. « Et pourquoi moi ?» demanda-t-elle, toujours méfiante. « Il y a des milliers de femmes à Paris qui accepteraient de vous épouser pour votre argent. Pourquoi toi, tu ne veux pas mon argent ?» répondit Antoine, en rangeant l'écrin de la bague dans la poche de sa veste. « Je vous ai vu ici sur la place plusieurs fois ces dernières semaines, toujours poli avec tout le monde, toujours remerciant, même quand les gens vous traitent mal. Vous avez de la dignité et c'est rare. » Lucie sentit un nœud dans la poitrine. Cela faisait si longtemps que quelqu'un lui parlait avec respect qu'elle avait presque oublié ce que cela faisait. « Vous ne savez rien de moi, » murmura-t-elle. « Je sais que vous n'avez pas toujours été comme ça, » dit Antoine en faisant un geste vers ses vêtements. « Je sais que quelque chose s'est passé dans votre vie qui vous a mené ici, et je sais que vous n'êtes pas ici par choix. » Les larmes commencèrent à monter aux yeux de Lucie, mais elle les retint fermement. Elle n'allait pas pleurer devant un étranger. « Même si je voulais vous aider, ce que vous proposez est fou. Le mariage n'est pas un jeu. Ce serait seulement sur le papier, » expliqua Antoine. « Un accord commercial. Vous m'épousez, vous m'aidez à obtenir l'héritage, et après quelques mois, nous divorçons. En échange, je vous donne une somme qui vous permettra de reconstruire votre vie. » Lucie regarda autour du jardin du Luxembourg. Peu à peu, les gens perdaient leur intérêt et continuaient leur chemin. Le soleil se couchait, et bientôt, elle devrait trouver un endroit sûr pour passer une nuit de plus. 6 mois dans la rue avaient suffi à briser tout le romantisme qu'elle aurait pu avoir sur la vie. « Combien ?» demanda-t-elle, se surprenant elle-même. « 250 000 €. Lucie sentit ses jambes flancher. C'était assez d'argent pour tout recommencer. Peu, être même quitté Paris et commencer une nouvelle vie ailleurs. Et que devrais-je faire exactement? Vivre chez moi, apparaître à quelques événements sociaux avec moi, rencontrer ma famille, convaincre mon grand-père que nous sommes un vrai couple. Pendant combien de temps? 6 mois maximum. Après cela, nous alléguerons l'incompatibilité et nous nous séparerons. » Lucie garda le silence pendant quelques minutes, traitant la proposition. C'était risqué, mais quelle alternative avait-elle vraiment? Continuer à dormir sur des bancs du parc, chercher de la nourriture dans les poubelles, fuir des personnes dangereuses au petit matin. « J'ai des conditions, » dit-elle finalement. « Lesquelles? Pas d'intimité physique, des chambres séparées. Et quand cela sera terminé,
Vous m'aiderez avec quelque chose que j'ai besoin de résoudre. Quel genre de chose? Lucie hésita. Serait-il possible de faire confiance à cet homme? Elle avait déjà fait confiance à des gens auparavant, et cela s'était très mal passé. J'ai besoin de laver mon nom. J'ai été accusé injustement de quelque chose que je n'ai pas fait, et cela a détruit ma carrière et ma vie. Antoine l'observa attentivement. Il y avait une douleur profonde dans ses yeux, une blessure qui n'avait pas encore cicatrisé. « J'accepte vos conditions, dit-il. Quand voulez-vous commencer? » « Pas maintenant, » répondit Lucie rapidement. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. » « Combien de temps? » « 2 jours. » Antoine sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « C'est l'adresse de ma maison. Si vous décidez d'accepter, présentez-vous là-bas jeudi à 19h. Si vous n'apparaissez pas, je comprendrai que vous ne voulez pas le faire. » Lucie prit la carte. Le papier était épais, cher, avec des lettres dorées en relief. L'adresse était à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus exclusifs de la ville. « Et si je vole quelque chose chez vous ?» demanda-t-elle, le mettant à l'épreuve. « Alors j'aurais choisi la mauvaise personne, » répondit Antoine avec un demi-sourire. « Mais je ne crois pas que vous le ferez. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta et regarda en arrière. « Lucie, c'est votre nom, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, surprise qu'il le sache. « Indépendamment de votre décision concernant ma proposition, il y a un foyer à 2 pâtés de maison d'ici qui sert le dîner jusqu'à 20h. La nourriture est bonne et les gens sont décents. » Et avec cela, Antoine s'éloigna, laissant Lucie seule avec la carte à la main et la tête pleine de pensées confuses. Cette nuit-là, allongée sur un banc du jardin du Luxembourg, utilisant son sac comme oreiller, Lucie ne put dormir. La proposition d'Antoine résonnait dans son esprit. C'était une opportunité de sortir de cette terrible situation, mais cela semblait aussi trop beau pour être vrai. Combien de fois dans la vie quelqu'un apparaît-il de nulle part en offrant une solution magique? Elle connaissait bien les contes de fées. Elle avait enseigné la littérature enfantine pendant des années et savait que dans la vraie vie, les choses ne fonctionnaient pas comme dans les livres. Il y avait toujours un prix à payer, toujours un piège caché. Mais 250 000 €, c'était assez d'argent pour enquêter correctement sur ce qui s'était passé à l'université, pour embaucher un avocat compétent, pour avoir les ressources nécessaires pour lutter contre les mensonges qui avaient détruit sa carrière, pour prouver qu'elle n'avait jamais commis de plagiat. Le froid du petit matin la fit se recroqueviller davantage dans son manteau usé. Dans 2 jours, elle prendrait une décision qui pourrait complètement changer le cours de sa vie. Le jeudi à 19h précise, Lucie se tenait devant le portail du manoir d'Antoine. Elle avait passé les 2 jours précédents à penser de manière obsessionnelle à la proposition, pesant le pour et le contre jusqu'à ce que sa tête lui fasse mal. La maison était encore plus imposante qu'elle ne l'avait imaginé. 3 étages, jardin impeccable, portail électrique, avec interphone. C'était le genre d'endroit où elle n'avait jamais imaginé poser les pieds. Cher auditeur, si l'histoire vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. Continuons. Elle appuya sur le bouton de l'interphone d'une main tremblante. « Bonsoir », dit une voix féminine de l'autre côté. « Bonsoir. Je suis Lucie. Antoine m'a invité à venir aujourd'hui. Un instant, s'il vous plaît. » Quelques secondes plus tard, le portail s'ouvrit automatiquement. Lucie traversa le jardin jusqu'à la porte principale, se sentant complètement déplacée. Ses vêtements propres, elle avait réussi à se doucher au foyer qu'Antoine avait mentionné, étaient toujours vieux et usés. La porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait sonné. Une femme d'âge moyen, bien vêtue et à l'expression sérieuse la reçut. « Bonsoir. Je suis Madame Leroy, la gouvernante de la famille Chevalier. Monsieur Antoine vous attend dans le salon. » Lucie suivit Madame Leroy à travers un hall qui semblait plus grand que n'importe quel appartement où elle avait vécu. Des tableaux chers décoraient les murs et un lustre en cristal pendait du haut plafond. Antoine était assis dans un fauteuil en cuir, lisant des papiers. Quand il la vit entrer, il se leva immédiatement. « Lucie, je suis content que vous soyez venue. J'ai dit que je viendrais, » répondit-elle, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Madame Leroy, pouvez-vous nous laisser seuls, s'il vous plaît ?» La gouvernante hocha la tête et se retira, mais non sans jeter un regard évaluatif sur Lucie. « Asseyez-vous, » dit Antoine en désignant le canapé. « Voulez-vous quelque chose? De l'eau? Du café? Du thé? Je vais bien, merci. » Lucie s'assit sur le bord du canapé, le dos droit et les mains jointes sur ses genoux. Antoine retourna à son fauteuil. « J'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ma proposition. J'ai réfléchi et j'ai quelques questions supplémentaires. Bien sûr, vous pouvez demander ce que vous voulez. »
Votre famille sait-elle que le mariage sera faux? Non. Et elle ne peut pas le savoir. Mon grand-père est très traditionnel, et s'il découvre que c'est une farce, non seulement il me déshéritera, mais il pourrait même me poursuivre en justice pour fraude. Et vos amis, vos employés, penseront-ils que ce fut un coup de foudre? Ça arrive, les gens ragoteront pendant quelques semaines, puis ils oublieront. Et à mon sujet, ne voulez-vous pas savoir qui je suis vraiment avant de me faire entrer chez vous? Antoine se pencha en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Je sais que vous étiez professeur d'université. Je sais que quelque chose s'est passé qui vous a fait perdre votre emploi. Je sais que vous n'avez pas de famille ici à Paris, car sinon vous ne seriez pas à la rue. Et je sais que vous êtes une personne intègre, même dans une situation désespérée. Comment savez-vous tout cela? Je vous ai observé. J'ai parlé avec des personnes qui travaillent dans la zone du jardin du Luxembourg. Je n'ai pas engagé de détective privé ou quoi que ce soit d'aussi invasif, si c'est ce que vous pensez. Lucie fut impressionnée. Il avait vraiment pris la peine de l'enquêter un minimum. Et si j'accepte, et que je change ensuite d'avis en cours de route? Alors nous en parlerons et trouverons une solution. Je ne veux pas que quiconque se sente piégé dans cet accord. Et l'argent? Quand le recevrai-je? La moitié maintenant, la moitié quand nous divorcerons. Lucie inspira profondément. C'était une proposition juste, compte tenu des circonstances. J'accepte, dit-elle finalement. Antoine sourit pour la première fois depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Excellent. Nous devrons nous marier le plus rapidement possible. J'ai pensé à faire une cérémonie civile lundi, si vous êtes d'accord. Si vite? Plus nous attendons, plus le risque que mon grand-père commence à poser des questions est grand. Il soupçonne déjà car il ne m'a jamais vu avec une petite amie sérieuse. Je comprends. Et où resterai-je jusqu'à la cérémonie? Ici, si vous voulez, ou je peux vous payer un hôtel. Lucie regarda autour du salon luxueux. La perspective de dormir dans un vrai lit pour la première fois depuis des mois était tentante, mais la rendait aussi nerveuse. Je crois qu'un hôtel serait mieux, au moins jusqu'à ce que nous soyons officiellement mariés. Pas de problème, Madame Leroy peut vous emmener dans un bon endroit. Antoine se leva et se dirigea vers un bureau dans le coin du salon. Il ouvrit un tiroir et en sortit une épaisse enveloppe. Voici la première moitié du paiement, dit-il, lui tendant l'enveloppe. 125 000 €. Lucie prit l'enveloppe d'une main tremblante. Elle n'avait jamais eu autant d'argent de sa vie. C'était surréaliste. Merci, murmura-t-elle. Il y a une chose de plus dont nous devons parler, dit Antoine en se rasseyant. Demain matin, nous devrons vous acheter des vêtements, pour les événements sociaux et pour rencontrer ma famille. Lucie regarda ses propres vêtements et rougit. Bien sûr, elle aurait besoin d'une garde-robe adaptée pour jouer le rôle d'épouse d'un riche homme d'affaires. Je paye, ajouta Antoine rapidement, remarquant son malaise. Cela fait partie de l'accord. D'accord. Et nous devrons aussi parler de notre histoire. Comment nous nous sommes rencontrés, depuis combien de temps nous sommes ensemble, ce genre de choses. Nous devons être synchronisés pour quand les gens poseront des questions. Vous avez déjà pensé à une version? Quelques idées. Que diriez-vous de dire que nous nous sommes rencontrés dans une librairie? Vous achetiez un livre de littérature classique. Nous avons commencé à parler d'auteurs français, et ce fut le coup de foudre. Lucie faillit sourire. C'était une histoire plausible et proche de la vérité sur qui elle était réellement. Cela pourrait fonctionner. Excellent. Madame Leroy vous emmènera à l'hôtel maintenant. Demain à 9 h du matin, je passerai vous prendre et nous irons faire du shopping. Ils se levèrent en même temps. Pendant un instant, ils restèrent debout l'un en face de l'autre, ne sachant trop comment se dire au revoir. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas non plus des intimes. « Lucie, » dit Antoine. « Je sais que c'est étrange et un peu fou, mais merci d'avoir accepté de m'aider. Merci de me donner cette opportunité, » répondit-elle. Madame Leroy apparut à la porte comme si elle avait attendu le bon moment. « Je suis prête à accompagner mademoiselle à l'hôtel, » annonça-t-elle dans la voiture. Sur le chemin de l'hôtel, Lucie regarda les rues illuminées de Paris défiler. 24 heures plus tôt, elle dormait sur un banc du jardin du Luxembourg. Maintenant, elle était assise sur le siège en cuir d'une voiture chère avec 125 000 € dans un nouveau sac qu'Antoine avait insisté pour lui acheter. La vie pouvait changer très vite. Elle le savait mieux que quiconque. L'hôtel où Madame Leroy l'emmena était discret mais élégant. La chambre avait un lit king size, une salle de bain privée avec baignoire et une vue partielle sur les toits de Paris. Lucie resta debout au milieu de la chambre pendant quelques minutes, juste à regarder autour d'elle. Puis, elle alla à la salle de bain, ouvrit les robinets de la baignoire et laissa enfin les larmes couler. Larmes de soulagement, de gratitude, de peur, d'espoir. Tous les sentiments qu'elle avait contenus pendant les derniers mois firent surface d'un coup. Elle resta dans la baignoire pendant plus d'1 heure,
laissant l'eau chaude détendre des muscles tendus depuis longtemps. Quand elle sortit enfin, elle se regarda dans le miroir et vit une femme qu'elle ne reconnaissait pas complètement. Les cheveux étaient encore abîmés et ébouriffés. La peau était sèche et marquée par le soleil et le froid, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une étincelle d'espoir qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. Le lendemain matin, Antoine apparut ponctuellement à 9 heures. Lucie l'attendait dans le hall de l'hôtel, vêtue des mêmes vêtements que la veille, mais au moins propre et repassée. « Bonjour » la salua-t-il. « Vous avez bien dormi ?»« Mieux que depuis des mois » répondit-elle honnêtement. Dans la voiture en direction du centre commercial, Antoine expliqua le plan de la journée. « Nous allons d'abord aux Galeries Lafayette Haussmann. Il y a plusieurs bonnes boutiques où nous pouvons trouver tout ce dont vous avez besoin. Ensuite, nous irons à un salon de beauté que ma secrétaire m'a recommandé. Je ne veux rien de trop extravagant, dit Lucie. Je ne me sens pas à l'aise avec les excès. Je comprends. Nous allons y aller doucement, et vous choisirez ce qui vous fait plaisir. Le premier arrêt fut dans une boutique de vêtements féminins de créateurs. Lucie se sentit intimidée par les prix et l'attention des vendeurs, mais Antoine fut patient et l'encouragea à essayer plusieurs options. « Cette robe vous va à merveille », commenta-t-il quand elle sortit de la cabine d'essayage, vêtue d'une robe mi-longue bleu marine. Lucie se regarda dans le miroir et dut être d'accord. Le tissu de qualité et la coupe parfaite transformaient complètement son apparence. « C'est très cher », murmura-t-elle en regardant l'étiquette. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Choisissez ce que vous aimez. » Ils passèrent 3 heures au centre commercial à acheter des robes, des chemisiers, des pantalons, des chaussures, des accessoires et même de la lingerie assortie. Antoine garda toujours une posture respectueuse, donnant son avis quand elle le demandait, mais lui laissant les décisions finales. Au salon de beauté, la transformation fut encore plus spectaculaire. Le styliste coupa et hydrata ses cheveux, révélant une couleur châtain brillante qu'elle avait oublié qu'elle avait. La manucure et la pédicure rendirent ses ongles complètement différents et le maquillage subtil rehaussa ses traits d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis des années. Quand elle se regarda dans le miroir à la fin de la journée, Lucie reconnut à peine son propre reflet. La femme qui la regardait était élégante, sophistiquée, belle. C'était celle qu'elle était avant que tout ne s'effondre. « Impressionnant », dit Antoine quand elle sortit du salon. « Vous êtes magnifique, Lucie. » Lucie rougit. Cela faisait si longtemps que quelqu'un l'appelait magnifique. « Merci, et merci pour tout ça. » Elle fit un geste vers les sacs de courses dans la voiture. « C'est le moins que je puisse faire. Après tout, vous m'aidez avec un problème très sérieux. » De retour à l'hôtel, Antoine mentionna avec désinvolture. « Demain soir, nous dînerons chez mon grand-père. Il veut vous rencontrer. » Lucie sentit son estomac se nouer. Ce n'était plus censé être progressif. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Il m'a appelé ce matin en disant qu'il voulait rencontrer ma petite amie le plus tôt possible. Et s'il ne m'apprécie pas, il vous appréciera. Et même s'il ne vous apprécie pas, peu importe. Le seul qui doit approuver notre mariage est mon grand-père, et il l'a déjà approuvé. Antoine arrêta la voiture au feu rouge et la regarda. Il ne le découvrira pas, à moins que vous ne le lui disiez. Bien sûr que je ne le lui dirai pas. Alors, tout va bien. Mon grand-père est un homme simple malgré tout l'argent. Il est plus impressionné par le caractère que par le statut social. À l'hôtel, Lucie monta à sa chambre, portant tous les sacs de courses. Elle accrocha soigneusement les nouveaux vêtements dans le placard et rangea les chaussures en rangée. C'était comme assembler une garde-robe pour un personnage qu'elle allait incarner, car c'est ce qu'elle faisait, n'est-ce pas? Jouer un rôle. Le personnage de la petite amie amoureuse de l'homme d'affaires riche, une femme qui n'avait pas de sombres secrets dans son passé, qui n'avait pas perdu tout ce qui comptait, qui n'avait pas passé des mois à vivre dans la rue. Elle s'allongea sur le lit confortable et ferma les yeux, essayant de se préparer mentalement à ce qui allait arriver. Le dîner chez le grand-père d'Antoine était prévu pour le lendemain soir, à 19h30. Lucie passa toute la journée nerveuse, changeant de vêtements plusieurs fois jusqu'à se décider pour la robe bleu marine qu'Antoine avait louée au magasin. Quand il vint la chercher, il était visiblement nerveux aussi. « Mon grand-père est un peu intense », expliqua-t-il dans la voiture. « Il aime poser des questions directes et observe tout avec beaucoup d'attention. » « Quel genre de questions ? Sur votre famille, votre formation, vos projets d'avenir, ce genre de choses. Et que dis-je sur ma famille ? La vérité, si possible. Il est toujours plus facile de se souvenir de la vérité que des mensonges. » Lucie inspira profondément. La vérité sur sa famille était compliquée, mais pas impossible à expliquer. La maison du grand-père d'Antoine était encore plus grande et plus imposante que celle de son petit-fils. Elle était située dans le quartier du 16e arrondissement et offrait une vue spectaculaire sur la ville.
Un majordome les reçut à l'entrée et les conduisit à une salle à manger formelle avec une table qui pouvait facilement accueillir 12 personnes. Robert Chevalier était un homme de 73 ans, aux cheveux blancs, bien coupés, aux yeux bleus pénétrants comme ceux de son petit-fils, et à la posture qui dégageait de l'autorité même assis. Il portait un costume sombre impeccable et une cravate bordeaux. « Grand-père, voici Lucie », dit Antoine, un bras légèrement posé sur son dos. « Lucie », répéta le grand-père en se levant et en marchant vers eux. « Enchanté de vous connaître, ma chère. Antoine a beaucoup parlé de vous. »« Le plaisir est pour moi, monsieur Chevalier, » répondit Lucie, acceptant la main tendue. « S'il vous plaît, appelez-moi monsieur Robert. La formalité excessive me met mal à l'aise. » Pendant le dîner, servi par 2 employés silencieux, Robert bombarda Lucie de questions. Où était-elle née? Où avait-elle étudié? Quels livres aimait-elle lire? Quels étaient ses projets professionnels? « Antoine m'a dit que vous étiez professeur d'université, » commenta Robert en coupant le saumon. « C'est une profession très noble. Pourquoi avez-vous cessé d'enseigner ?» Lucie sentit sa gorge sèche. C'était la question qu'elle craignait le plus. « J'ai eu quelques... problèmes lors de mon dernier emploi, » répondit-elle prudemment. « J'ai décidé de prendre du recul pour repenser ma carrière. »« Quel genre de problème ?»« Grand-père, » intervint Antoine. « Vous n'avez pas besoin d'interroger Lucie comme si c'était un témoignage. »« Ce n'est rien, » dit Lucie, touchant légèrement le bras d'Antoine d'un geste qui parut naturel. « Cela ne me dérange pas d'en parler. » Elle regarda directement dans les yeux de Robert. « J'ai été accusé injustement de plagiat universitaire. Quelqu'un a falsifié des preuves pour me nuire, et je n'ai pas pu prouver mon innocence à temps pour sauver ma carrière. »« C'est terrible, » dit Robert. Et pour la première fois de la soirée, son expression s'adoucit. « L'injustice est l'une des choses qui m'indignent le plus au monde. C'est pourquoi je me concentre sur le fait de laver mon nom et de prouver la vérité, » continua Lucie, « même si cela me prend des années. Et Antoine, vous aide-t-il avec cela ?» Lucie regarda Antoine, qui hocha la tête presque imperceptiblement. « Il m'offre son soutien, dit-elle, à la fois émotionnel et pratique. Excellent. C'est ainsi que ça doit être. Le couple doit être présent dans les moments difficiles. » Le reste du dîner se déroula plus tranquillement. Robert raconta des histoires sur la construction de l'entreprise familiale. Antoine contribua avec quelques anecdotes amusantes et Lucie réussit à se détendre progressivement. « Lucie, » dit Robert alors qu'il prenait le café à la fin du repas, « vous me semblez être une jeune femme très intègre. Antoine est à féliciter pour son choix. Merci, monsieur Robert. Et quand comptez-vous vous marier ?» Lucie faillit s'étouffer avec son café. « Eh bien, commença Antoine. »« Bientôt, » l'interrompit Lucie, les surprenant tous les deux. « Nous ne voyons aucune raison d'attendre longtemps quand nous savons ce que nous voulons. » Robert sourit largement. « Excellent. Des jeunes qui savent ce qu'ils veulent et ne traînent pas. J'aime ça. » Dans la voiture, de retour à l'hôtel, Antoine était clairement soulagé. « Vous vous êtes comporté parfaitement, dit-il. Mon grand-père vous a beaucoup aimé. Comment le savez-vous? À la façon dont il a parlé. Et il ne complimente jamais les femmes que je lui présente. Jamais. Vous lui présentez beaucoup de femmes? Quelques-unes, au fil des ans. Mais il trouvait toujours un défaut. Il disait qu'elles étaient trop intéressées, trop frivoles ou trop fausses. Et je ne suis rien de tout cela? » Antoine s'arrêta au feu et la regarda fixement. « Vous êtes la personne la plus authentique que j'ai rencontrée depuis longtemps. » Lucie sentit quelque chose d'étrange se mouvoir dans sa poitrine. Une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Antoine, oui. Pourquoi m'avez-vous vraiment choisi? Et ne me dites pas que c'est seulement parce que je ne voulais pas votre argent. » Il garda le silence un instant, réfléchissant à la réponse. « Parce que lorsque je vous ai vu sur cette place pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais trouvé quelqu'un de réel, quelqu'un qui comprenait ce que c'était de tout perdre et de devoir reconstruire sa vie à partir de zéro. Vous avez tout perdu d'une certaine manière, mais c'est une conversation pour un autre jour. » Lucie voulut insister, mais quelque chose dans son expression la fit changer d'avis. Chacun avait droit à ses secrets. Le lundi matin, ils se marièrent à la mairie. Ce fut une cérémonie simple, avec seulement les témoins obligatoires. Lucie portait une robe blanche discrète qu'ils avaient achetée spécifiquement pour l'occasion, et Antoine était impeccable dans un costume gris foncé. Quand l'officier demanda s'ils s'acceptaient l'un l'autre comme mari et femme, tous deux répondirent oui, d'une voix ferme, mais évitèrent de se regarder dans les yeux. Le baiser qui scella l'union fut rapide et chaste, à peine un effleurement des lèvres. En sortant de la mairie comme mari et femme, Lucie se sentit étrange. Elle était officiellement Madame Lucie Chevalier, maintenant, du moins temporairement. « Comment vous sentez-vous »
demanda Antoine, lorsqu'ils montèrent en voiture. Étrange, répondit-elle honnêtement. Et vous? Soulagé. Du moins une partie du problème est résolue. Quelle est la prochaine étape? Vous déménagez chez moi aujourd'hui. Demain, nous annoncerons notre mariage au reste de la famille et à mes amis. Comment cela se passera-t-il? Un déjeuner chez moi? Rien de trop formel. Ma cousine Delphine sera là. Quelques cousins, ma secrétaire, quelques associés de l'entreprise. La cousine qui perdrait l'héritage si vous ne vous mariez pas? Exactement. Préparez-vous car elle ne sera pas contente de la nouvelle. Cet après-midi-là, Lucie déménagea définitivement dans le manoir d'Antoine. Madame Leroy, la gouvernante, la reçut cordialement, mais avec réserve, lui montrant la chambre qui serait la sienne pendant les prochains mois. C'était une suite spacieuse au 2e étage, avec salle de bain privée, dressing et un petit coin salon avec fauteuil et table. Les fenêtres donnaient sur le jardin arrière et la décoration était élégante, mais pas ostentatoire. La chambre de Monsieur Antoine est au bout du couloir, expliqua Madame Leroy. Si vous avez besoin de quelque chose pendant la nuit, vous pouvez m'appeler. Ma chambre est au 1er étage. Merci, Madame Leroy. Et désolé si tout cela est un peu confus. Je sais que la situation est inhabituelle. La gouvernante l'étudia un instant. Il ne m'appartient pas de juger les décisions de Monsieur Antoine, dit-elle finalement. Mais je peux dire qu'il semble plus heureux depuis qu'il vous a rencontré. Vraiment? Oui. Il était très stressé dernièrement, préoccupé par cette affaire d'héritage. Maintenant, il est plus calme. Lucie rangea ses nouveaux vêtements dans le placard, organisa ses quelques objets personnels et s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre. De là, elle pouvait voir Antoine dans la zone de la piscine, parlant au téléphone et gesticulant beaucoup. Il semblait discuter d'une affaire professionnelle. C'était étrange de l'observer dans sa propre maison, dans son environnement naturel. Il semblait différent là-bas, plus détendu et sûr de lui. Sur la place, lorsqu'il l'avait abordé, il y avait un certain désespoir dans sa posture. Maintenant, marchant dans le jardin de son manoir, c'était clairement un homme à succès et en contrôle de sa vie, ou du moins c'est ce qu'il semblait de l'extérieur. Pendant le dîner qu'ils partagèrent dans la salle à manger, plus petite et intime de la maison, Antoine expliqua quelques détails sur le fonctionnement de la routine domestique. Le petit déjeuner est servi à 7h30. Madame Leroy prépare toujours des options variées. Le déjeuner est à 12h30 et le dîner à 20h, mais si vous voulez manger à d'autres heures, il suffit de le dire. Et les week-ends? Normalement, je travaille le samedi matin, mais l'après-midi et le dimanche, je suis libre. Parfois, j'ai des engagements sociaux, des événements d'entreprise, ce genre de choses. Et maintenant que nous sommes mariés, je devrais vous accompagner à ces événements? À certains, oui, mais rien de très fréquent. Ils mangèrent dans un silence relatif pendant quelques minutes, s'habituant encore à la nouvelle dynamique entre eux. Ils n'étaient plus des étrangers, mais pas non plus exactement intimes. « Puis-je poser une question ?» dit Lucie finalement. « Bien sûr. Pourquoi votre grand-père a-t-il mis cette condition dans le testament, celle de devoir se marier ?» Antoine soupira et posa sa fourchette dans son assiette. « Mon grand-père est un homme très traditionnel. Il s'est marié à 22 ans et est resté avec ma grand-mère jusqu'à son décès, 48 ans plus tard. Pour lui, le mariage et la famille sont la base d'une vie stable et réussie. Et vos parents? Ils sont décédés quand j'avais 15 ans. Accident de voiture. Mon grand-père m'a élevé depuis. Je suis désolé. Merci. C'était il y a longtemps, mais c'est encore difficile d'en parler. » Lucie le comprit parfaitement. Elle aussi avait perdu des personnes importantes et savait que certaines blessures ne guérissaient jamais complètement. C'est pourquoi vous ne vous êtes jamais marié avant, parce que vous avez perdu vos parents tôt et que vous avez peur de vous attacher aux gens. Antoine la regarda surpris. C'est une observation très perspicace. J'étais psychologue avant de devenir professeur de littérature. J'ai fait 2 carrières. Je ne savais pas ça. Pourquoi avez-vous changé de domaine? Parce que j'ai découvert que j'aimais plus analyser des personnages fictifs que des personnes réelles. Les personnages ne mentent pas sur qui ils sont, mais les personnes réelles mentent aussi tout le temps aux autres et à elles-mêmes. Antoine resta pensif. Et vous? Vous êtes-vous déjà menti à vous-même? Lucie hésita. C'était une question plus profonde qu'il n'y paraissait. Je crois que nous nous mentons tous à nous-mêmes de temps en temps. C'est une façon de survivre. Sur quoi vous mentez-vous à vous-même? Sur le fait d'être bien seul, sur le fait de n'avoir besoin de personne, sur le fait d'avoir complètement surmonté ce qui m'est arrivé à l'université. C'était plus d'honnêteté qu'elle n'avait voulu en partager, mais quelque chose dans la façon dont Antoine écoutait la rendait en sécurité pour s'ouvrir. Et moi, sur quoi croyez-vous que je me mens à moi-même? Lucie l'observa attentivement, ses yeux bleus, sa posture droite, mais légèrement tendue,
la façon dont ses mains bougeaient nerveusement quand il réfléchissait, sur le fait d'être satisfait de votre vie, sur le fait que le succès professionnel est suffisant pour vous rendre heureux, sur le fait de ne pas vous sentir seul dans cette maison trop grande pour une seule personne. Ce fut au tour d'Antoine de paraître surpris. « Comment savez-vous que je me sens seul ?» À la façon dont vous regardez les choses quand vous croyez que personne ne fait attention. C'est le même regard que j'avais quand je vivais encore seul dans mon appartement avant que tout ne s'effondre. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, absorbant les révélations inattendues qu'ils avaient partagées. « Lucie, dit Antoine finalement, puis-je poser une question personnelle ? Vous pouvez. Que s'est-il réellement passé à l'université ? Qui est celui qui vous a nui et pourquoi ?» Lucie sentit sa poitrine se serrer. C'était un sujet qu'elle évitait de penser, mais qui ne sortait jamais complètement de son esprit. Il y avait un professeur plus âgé dans le département, Albert Rousseau. Il s'intéressait à moi, mais j'ai toujours fait clairement savoir que je n'étais pas intéressé. Quand j'ai commencé à être envisagé pour un poste permanent qu'il voulait aussi pour un de ses filleuls, il a décidé de me saboter. Comment ? Il a falsifié des documents, faisant croire que j'avais copié des parties de ma thèse de doctorat d'autres auteurs. Il a planté des preuves dans mon ordinateur, a soudoyé des gens pour qu'ils témoignent contre moi. Quand l'enquête a commencé, je n'ai pas pu prouver mon innocence, et l'université n'a pas remis en question les preuves. Elle les a remises en question, mais Albert était très respecté et influent. Il avait des amis à des postes importants. J'étais juste une jeune professeure, sans beaucoup de connexions politiques. Que s'est-il passé à la fin ? J'ai été licencié. Mon nom a été publiquement sali. D'autres universités ne voulaient pas m'embaucher. J'ai perdu mon appartement parce que je ne pouvais plus payer le loyer. Mes amis se sont éloignés parce qu'ils ne savaient pas s'ils devaient me croire ou croire les accusations. Lucie sentit les larmes commencer à monter, mais elle les retint. En quelques mois, j'ai tout perdu. Carrière, maison, amis, réputation. Quand l'argent a manqué, j'ai fini dans la rue. Et vous n'avez jamais essayé de lutter contre les accusations ? J'ai essayé. J'ai engagé un avocat avec le peu d'argent que j'avais, mais nous n'avons pas obtenu suffisamment de preuves pour inverser la situation. L'avocat m'a dit qu'il serait préférable d'accepter un accord et d'aller de l'avant, être changé de ville et commencer une nouvelle carrière. Mais vous ne l'avez pas accepté ? Non, parce qu'accepter signifierait admettre que j'ai fait quelque chose de mal, et je ne l'ai pas fait. Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos pendant quelques instants. « Lucie, dit-il sans se retourner, si vous pouviez avoir une seconde chance de prouver votre innocence, la saisiriez-vous ? Bien sûr, mais je ne sais pas comment cela serait possible maintenant. » Antoine se retourna pour la regarder. « Et si je vous disais que je connais des personnes qui pourraient aider, des enquêteurs privés, des avocats spécialisés, des gens avec des ressources pour découvrir la vérité ?» Lucie sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi feriez-vous cela ? Notre accord n'incluait pas que vous dépensiez de l'argent pour tenter de laver mon nom. Parce que c'est la bonne chose à faire. Et pourquoi ? Parce que vous me plaisez, Lucie. En tant que personne, en tant qu'amie, et les amis s'entraident. » Elle garda le silence, traitant ce qu'il avait dit. C'était une offre généreuse, mais aussi dangereuse. Cela signifiait s'ouvrir à nouveau, revivre toute la douleur et l'humiliation du passé. « J'ai besoin d'y réfléchir, » dit-elle finalement. « Bien sûr, il n'y a pas d'urgence. L'offre tiendra toujours. » Le lendemain matin, Lucie se réveilla dans son nouveau lit, dans sa nouvelle chambre, dans sa nouvelle vie temporaire. Pour la première fois depuis des mois, elle avait dormi une nuit entière sans se réveiller en sursaut. Le sentiment de sécurité était presque étrange après si longtemps. Elle descendit prendre son petit déjeuner et trouva Antoine déjà assis à table, lisant le journal et buvant du café. Il portait un costume gris et semblait prêt pour une autre journée de travail. « Bonjour », le salua-t-elle en s'asseyant sur la chaise d'en face. « Bonjour. Vous avez bien dormi ? Très bien, merci. » Madame Leroy apparut avec un plateau de fruits frais, de pain, de fromage et de jus. « Madame Lucie, dit la gouvernante, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez me dire quelles sont vos préférences pour les repas. J'aime savoir ce que les gens de la maison aiment manger. »« Je ne suis pas très exigeante, » répondit Lucie. « Je mange pratiquement de tout. Avez-vous des allergies, des restrictions alimentaires ? » « Non, aucune. » Après le départ de Madame Leroy, Antoine expliqua le programme de la journée. « Le déjeuner avec ma famille est à 12h30. Ce sera ici à la maison. Ma secrétaire s'occupe de tous les préparatifs. Combien de personnes viendront ? 8. Nous deux, ma cousine Delphine et son mari, 2 cousins du côté maternel, ma secrétaire Gabrielle et 2 associés de l'entreprise. Et comment allons-nous expliquer notre mariage si soudain ? Comme nous l'avons prévu, que ce fut le coup de foudre
et que nous n'avons pas voulu attendre. Votre famille avalera cette explication? Delphine la remettra sûrement en question. Elle est très méfiante par nature, mais les autres l'accepteront probablement sans trop de questions. Antoine finit son café et se leva. Je dois aller travailler maintenant, mais je reviens avant le déjeuner. Si vous avez besoin de quelque chose, Madame Leroy sait où me trouver. Après son départ, Lucie se retrouva seule dans le manoir pour la première fois. C'était étrange de se sentir dans un endroit si grand et luxueux. Elle décida d'explorer un peu la maison. La bibliothèque au 2e étage l'impressionna particulièrement. Les murs étaient couverts d'étagères du sol au plafond, remplis de livres de toutes sortes, classiques de la littérature mondiale, livres d'affaires, biographies, même quelques romans contemporains. C'était clairement la bibliothèque de quelqu'un qui lisait vraiment, pas seulement pour la décoration. Elle prit un exemplaire de Madame Bovary de l'étagère et s'assit dans un fauteuil près de la fenêtre. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas lu pour le pur plaisir, sans la pression de préparer des cours ou des recherches universitaires. Madame Leroy la trouva là quelques heures plus tard. « Madame Lucie, excusez l'interruption, mais j'ai besoin de confirmer quelques détails concernant le déjeuner. »« Bien sûr. Dites-moi, Madame souhaite que je prépare un plat spécial, ou puis-je continuer avec le menu que j'ai déjà prévu? Ce que vous avez prévu est parfait. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Madame Leroy hésita un instant avant de parler. « Puis-je faire une observation personnelle? »« Bien sûr. C'est bon de voir Monsieur Antoine avec quelqu'un qui apprécie les livres. Son ex-petite amie n'entrait jamais dans la bibliothèque. Elle disait que lire donnait mal à la tête. Il a eu une petite amie sérieuse pendant près de 2 ans, Françoise. Une jolie fille, mais très, matérialiste. Lucie était curieuse, mais ne voulut pas paraître indiscrète en posant trop de questions. Que s'est-il passé entre eux? Elle a rompu avec lui quand elle a découvert qu'il devrait se marier avant 35 ans pour recevoir l'héritage. Elle a dit qu'elle ne voulait pas de pression pour se marier. C'était ironique, pensa Lucie. L'ex-petite amie n'avait pas voulu épouser Antoine, et maintenant il était marié à une complète inconnue. À 12h15, Antoine rentra chez lui et se dirigea directement vers sa chambre pour se changer. Quand il descendit, il portait un pantalon de ville noir et une chemise blanche, un look plus décontracté, mais toujours élégant. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-il. « Nerveuse » admit Lucie. « Et s'ils ne m'apprécient pas? Ils vous apprécieront. Et même s'ils ne vous apprécient pas, peu importe. Le seul qui doit approuver notre mariage est mon grand-père, et il l'a déjà approuvé. » Les invités commencèrent à arriver à 12h30 précises. D'abord Gabrielle, la secrétaire d'Antoine, une femme d'environ 40 ans à l'allure professionnelle et au sourire aimable, et les 2 associés de l'entreprise, des hommes d'âge moyen, qui saluèrent Lucie poliment, mais sans grand intérêt. Puis arrivèrent les cousins d'Antoine, Charles et Georges, tous 2 d'une 40aine d'années, avec leurs épouses respectives. Ils semblaient des personnes sympathiques et traitèrent Lucie avec cordialité. Delphine arriva en dernier, accompagnée de son mari. C'était une femme grande, blonde, bien habillée, avec une expression que Lucie identifia immédiatement comme hostile. Elle devait avoir environ 40 ans et portait des bijoux coûteux qui brillaient à chaque geste. « Alors, vous êtes la fameuse Lucie » dit Delphine quand Antoine les présenta. « Quelle merveilleuse surprise de découvrir que mon cousin s'est marié sans en parler à personne de la famille. » Son ton de voix laissait clairement entendre qu'elle ne considérait pas la surprise comme merveilleuse du tout. « Enchantée de vous rencontrer, Delphine » répondit Lucie en gardant son sang-froid. « Le plaisir est pour moi. Je suis très curieuse de connaître la femme qui a réussi à emmener mon cousin à l'hôtel en moins d'1 mois de relation. »« Delphine » intervint Antoine. « Nous allons déjeuner. Madame Leroy a préparé un menu spécial. » Pendant le déjeuner, Delphine bombarda Lucie de questions apparemment innocentes, mais clairement destinées à la mettre mal à l'aise ou à révéler des incohérences dans son histoire. « Et où vous êtes-vous rencontrés exactement » demanda Delphine en coupant le saumon. « Dans une librairie du centre » répondit Lucie calmement. Antoine cherchait un livre sur la gestion d'entreprise, et moi, j'achetais un exemplaire du Rouge et le Noir pour le relire. Quelle coïncidence intéressante. Antoine déteste le rouge et le noir. Il a toujours dit que c'est un livre ennuyeux et démodé. Lucie regarda Antoine, qui sembla un peu mal à l'aise. « Les gens peuvent changer d'avis sur la littérature, dit-elle, surtout quand ils trouvent quelqu'un qui peut montrer une perspective différente sur les classiques. »« C'est vrai, » acquiesça Antoine rapidement. Lucie m'a fait voir des aspects du livre que je n'avais jamais remarqués auparavant. « Quel romantique !» commenta Delphine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Et on m'a dit que vous étiez professeur d'université. Dans quelle université avez-vous travaillé ?» Lucie sentit son estomac se nouer,
mais garda sa voix ferme. « À l'université de la Sorbonne Nouvelle, département de lettres. Intéressant. Et pourquoi êtes-vous parti de là ?»« Delphine, » dit Antoine d'un ton d'avertissement. « Je ne pense pas qu'il soit approprié d'interroger Lucie comme si c'était un témoignage. »« Tout va bien, » dit Lucie en touchant légèrement le bras d'Antoine. « J'ai eu quelques divergences académiques avec des collègues et j'ai décidé qu'il était temps de chercher de nouveaux horizons. »« Divergences académiques » répéta Delphine. « Comment ça ? Des différences d'opinion sur la méthodologie d'enseignement et la direction des recherches. Rien de très dramatique. C'était techniquement vrai, bien qu'une version très édulcorée des faits. » Gabrielle, la secrétaire, tenta de changer de sujet. « Antoine m'a dit que vous êtes très cultivée, Lucie. Cela doit être merveilleux d'avoir quelqu'un avec qui il peut converser sur les livres et l'art. »« Oui, ça l'est, » acquiesça Lucie, reconnaissante de l'intervention. « Antoine a une bibliothèque impressionnante. J'y ai lu quelques livres ce matin. »« Quel genre de littérature appréciez-vous le plus ?» demanda Charles, un des cousins. « La littérature française classique principalement. Mais j'aime aussi les auteurs contemporains. Récemment, je me suis intéressé aux biographies d'écrivains. » La conversation coula plus naturellement après cela, avec des discussions sur les livres, les voyages et les projets d'avenir. Delphine continua à lancer des regards méfiants à Lucie, mais arrêta les interrogations directes. Après le départ de tous les invités, Antoine et Lucie s'assirent dans le salon, tous deux visiblement épuisés. « Comment pensez-vous que ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Votre cousine me déteste », répondit Lucie directement. Delphine se méfie de tout le monde. Ne le prenez pas personnellement. Elle soupçonne clairement que quelque chose ne va pas avec notre mariage, mais elle ne peut rien prouver. Et même si elle le pouvait, que ferait-elle? En parler à mon grand-père. Il nous a déjà approuvés. Antoine, je dois vous demander quelque chose. Quoi? Détestez-vous vraiment le rouge et le noir? Antoine sourit pour la première fois depuis le déjeuner. Je le déteste. Je crois que c'est l'un des livres les plus ennuyeux que j'ai essayé de lire. Alors pourquoi avez-vous dit que vous aviez changé d'avis à son sujet? Parce que je devais vous défendre, et c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Lucie sentit quelque chose de chaud se mouvoir dans sa poitrine. Cela faisait longtemps que quelqu'un la défendait, même dans une petite situation comme celle-là. « Merci », dit-elle doucement. « De rien. Nous sommes une équipe maintenant. Vous vous souvenez? Du moins pour les prochains mois. » Cette nuit-là, Lucie s'allongea dans son lit, en pensant à ce qui s'était passé pendant la journée. Le déjeuner avait été une épreuve, et elle avait le sentiment d'avoir réussi, même avec l'hostilité de Delphine. Mais ce qui la troublait le plus, c'était la perception croissante qu'elle appréciait Antoine en tant que personne. Ce n'était pas seulement de la gratitude pour ce qu'il faisait pour elle, c'était une sympathie sincère, de l'admiration même. Et c'était dangereux car lorsque ces 6 mois seraient terminés, ils divorceraient et mèneraient des vies séparées. Elle ne pouvait pas se permettre de développer de vrais sentiments pour un homme qui était marié avec elle seulement par commodité. Elle devait garder ses distances émotionnelles, être reconnaissante, cordiale, remplir sa part de l'accord, mais ne pas s'impliquer émotionnellement. C'était plus facile à dire qu'à faire. Le lendemain matin, un mardi, Antoine était parti tôt pour une réunion importante à l'entreprise. Lucie prenait son petit déjeuner seule lorsque Madame Leroy s'approcha, l'air préoccupé. « Madame Lucie, il y a une personne ici qui veut vous parler. »« À moi? Qui ? » ?»« Un homme qui a dit s'appeler Albert et qui vous connaît de l'université. » Lucie sentit le sang se figer dans ses veines. Albert Rousseau, le professeur qui avait détruit sa vie. Que faisait-il là? Où est-il? Dans le salon des visites, dit-elle. Il a dit que c'est urgent. Lucie inspira profondément, essayant de se calmer. Elle ne pouvait pas montrer de faiblesse. Dites-lui que je descends. Elle monta rapidement dans sa chambre, changea de robe de chambre pour des vêtements plus appropriés et descendit pour affronter l'homme qui lui avait tout pris. Albert Rousseau se tenait près de la fenêtre du salon, regardant le jardin. C'était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, à l'apparence distinguée. Il portait un costume et une cravate comme toujours. Quand il la vit entrer, il se retourna avec un sourire qu'elle connaissait bien et qu'elle avait toujours détesté. « Lucie, ma chère, comment allez-vous » Différemment. « Que voulez-vous, Albert ? Voyons, quelle froideur. Vous ne me saluerez même pas correctement. Parlez tout de suite. Que venez-vous faire ici » Albert s'assit sans y être invité, croisa les jambes et adopta une posture détendue. « J'ai appris que vous vous étiez mariée à un riche homme d'affaires. Félicitations. J'ai toujours su que vous étiez intelligente. Comment avez-vous su pour mon mariage ? Ah, Lucie, Paris n'est pas si grand. Les nouvelles se répandent. Un mariage éclair d'un homme d'affaires, influent avec une ancienne professeure d'université, attire l'attention.
Lucie resta debout, gardant ses distances. « Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous venez faire ici. Je suis venu faire une proposition, une offre de paix, pour ainsi dire. Quel genre d'offre? Je suis prêt à admettre publiquement que les accusations contre vous ont été exagérées. Je peux même aider à laver votre nom académiquement. » Lucie sentit son cœur s'accélérer, mais elle se força à garder une expression neutre. En échange de quoi? Une somme symbolique? 25 000 € pour couvrir quelques inconvénients que je devrais affronter pour corriger la situation. Vous essayez de me faire chanter? Je préfère considérer cela comme une opportunité commerciale. Vous avez maintenant accès à des ressources grâce à votre mari. 25 000 €, c'est une somme insignifiante pour un homme dans sa position. Lucie sentit la colère monter comme de la lave chaude. Vous avez détruit ma vie, vous m'avez fait perdre tout ce que j'avais, et maintenant vous voulez que je vous paye pour admettre que vous avez menti? Soyons pratiques, Lucie. Voulez-vous que votre nom soit lavé? C'est votre chance, sinon. Je peux vous assurer que les portes du milieu universitaire vous resteront fermées pour toujours. Sortez de ma maison. Réfléchissez bien à ma proposition. Vous avez 48 heures pour décider. Albert se leva et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta avant de sortir. Ah, et Lucie. Votre mari est-il au courant de votre passé, des accusations? Ce serait dommage s'il découvrait qu'il a épousé quelqu'un avec une réputation discutable. Sur ce, il partit, laissant Lucie tremblante de rage et de peur. Elle courut à sa chambre et s'y enferma. Ses mains tremblaient tellement qu'elle put à peine composer le numéro d'Antoine sur son portable. « Lucie, il s'est passé quelque chose? J'ai besoin de vous parler. C'est urgent. Je suis en réunion importante. Est-ce que ça peut attendre que je rentre à la maison? Non, ça ne peut pas. C'est à propos de mon passé, de la personne qui m'a nui à l'université. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. Je pars tout de suite. J'arrive dans 20 minutes. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons. Maintenant, la suite. Antoine rentra chez lui en 15 minutes, trouvant Lucie toujours enfermée dans sa chambre. Elle ouvrit la porte quand elle entendit sa voix, et il remarqua immédiatement qu'elle était visiblement affectée. Que s'est-il passé? Albert, il était ici. Le professeur qui m'a accusé de plagiat. Antoine la guida vers les fauteuils près de la fenêtre et s'assit en face d'elle. Racontez-moi tout depuis le début. Lucie raconta la conversation, chaque mot, chaque menace voilée. Antoine écouta en silence, mais elle put voir la rage grandir dans ses yeux. « Il essaie de vous faire chanter », dit Antoine quand elle eut terminé. « Je sais, mais et s'il met ses menaces à exécution? Et s'il raconte à votre grand-père les accusations, même si elles sont fausses? Cela pourrait suffire à tout gâcher. Cela ne gâchera rien. Mon grand-père n'est pas le genre de personne à juger quelqu'un sans connaître les faits. Mais Albert peut inventer des preuves convaincantes. Il l'a déjà fait. » Antoine garda le silence un instant, réfléchissant. « Lucie, vous me faites confiance? » « Oui, je crois que oui. Alors, laissez-moi m'en occuper. J'ai des ressources et des contacts qui peuvent aider à gérer des hommes comme ça. Que vas-tu faire? D'abord, je vais engager un détective privé pour découvrir tout ce qu'on peut sur les activités récentes de cet Albert. S'il essaie de vous faire chanter maintenant, il l'a probablement déjà fait avec d'autres personnes. Et ensuite, nous allons exposer la vérité de la bonne manière, avec des preuves solides qui ne pourront pas être remises en question. » Lucie ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Cela va coûter beaucoup d'argent. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Préoccupez-vous de me donner toutes les informations que vous avez sur cet homme et sur ce qu'il vous a fait à l'université. Pourquoi faites-vous cela? Cela va bien au-delà de notre accord initial. » Antoine se leva et se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « Parce que vous ne méritez pas de vivre dans la peur de quelqu'un qui vous a nui injustement et parce que je me soucie de ce qui vous arrive. » Il y avait quelque chose dans sa voix qui fit sentir à Lucie qu'il ne parlait pas seulement comme un ami serviable. « Antoine, je sais, c'est compliqué. Ne dites rien maintenant, » l'interrompit-il, toujours de dos. « Concentrons-nous d'abord sur la résolution de cette situation. Le reste, nous en parlerons plus tard. » Cet après-midi-là, Antoine annula tous ses engagements et se consacra à passer des appels et à organiser des rencontres avec des personnes qui pouvaient l'aider. En quelques heures, il avait engagé l'un des meilleurs détectives privés de Paris et organisé une consultation avec un avocat spécialisé en droit universitaire. « Comment avez-vous réussi à organiser tout cela si rapidement ?» demanda Lucie, impressionnée. « Quand vous avez des ressources et que vous savez à qui parler, les portes s'ouvrent, » répondit-il. « Demain matin, nous allons rencontrer l'enquêteur. Il aura besoin de tous les détails que vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Et si Albert découvre que nous enquêtons sur lui?
tant mieux, les hommes comme lui deviennent négligents quand ils sont nerveux. Cette nuit-là, pendant le dîner, Antoine raconta à Lucie sa propre expérience de chantage et de menaces. Quand j'étais plus jeune et que je prenais progressivement la direction de l'entreprise de mon grand-père, plusieurs personnes ont essayé de m'extorquer. D'anciens employés insatisfaits, des concurrents, même quelques parents éloignés. J'ai appris que la seule façon de traiter ce genre de personnes est de les affronter de front. Et cela a toujours fonctionné? Les maîtres chanteurs sont lâches par nature. Quand ils se rendent compte que vous ne vous laisserez pas intimider, ils reculent normalement. Mais et si Albert est différent? Alors nous détruirons sa crédibilité une bonne fois pour toutes, légalement, mais définitivement. La détermination dans la voix d'Antoine était réconfortante, mais Lucie sentait toujours un nœud au ventre. Elle connaissait Albert depuis des années et savait qu'il était rusé et malveillant. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle après un moment. « Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais marié avant? Je veux dire, pour de vrai, pas pour l'héritage. » Antoine hésita, jouant avec sa serviette. « Parce que je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui me donne l'impression que le risque en valait la peine. » « Quel risque? Le risque d'ouvrir mon cœur à quelqu'un et de perdre ensuite cette personne, comme cela est arrivé à mes parents. » Lucie comprit. C'était la même raison pour laquelle elle s'était tenue à l'écart des relations sérieuses pendant des années. « Et maintenant vous prenez ce risque avec moi ?» Antoine la regarda dans les yeux pour la première fois de la conversation. « Je crois que j'ai déjà commencé à le prendre, que je le veuille ou non. » Lucie sentit son cœur s'accélérer. Il y avait une intensité dans son regard qui lui fit réaliser que la dynamique entre eux avait changé. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers remplissant un accord commercial. « Antoine, je sais, c'est compliqué. Ce n'était pas ce que nous avions prévu. Nous ne pouvons pas nous compliquer émotionnellement. Quand tout cela sera terminé, nous déciderons ce que nous voulons faire de ce qui se passe entre nous. » Lucie resta éveillée tard cette nuit-là, pensant à la conversation. Elle était en territoire inconnu. Elle s'était mariée à Antoine pour résoudre un de ses problèmes pratiques et pour reconstruire sa propre vie. Elle n'avait pas prévu de s'impliquer émotionnellement, mais il était trop tard. Elle était déjà impliquée. Le lendemain matin, Antoine et Lucie rencontrèrent le détective privé dans un café discret du centre-ville. Michel Fournier était un homme d'environ 50 ans, ancien policier, à l'apparence ordinaire, qui passait inaperçu dans n'importe quelle foule. « J'ai besoin de tous les détails sur ce professeur », dit Michel Fournier en ouvrant un carnet. « Nom complet. Où travaille-t-il maintenant? Quelles sont ses habitudes? Qui sont ses amis et contacts ?» Lucie fournit toutes les informations dont elle se souvenait sur Albert. Michel Fournier prit des notes méticuleuses et posa occasionnellement des questions spécifiques. Et à propos de l'époque de l'accusation, qui d'autre était impliqué dans le processus? Il y avait un comité d'enquête composé de 5 professeurs. Le coordinateur était un ami proche d'Albert. Non. Lucie fournit les noms et toutes les circonstances dont elle pouvait se souvenir. Michel Fournier sembla satisfait du volume d'informations. « Je vais commencer par enquêter sur les activités actuelles de cet Albert », expliqua-t-il. « S'il essaye de vous faire chanter, ce n'est probablement pas la première fois. Les hommes comme ça ont des schémas de comportement. » « Combien de temps cela prendra-t-il » demanda Antoine. « Pour avoir des informations préliminaires, 1 semaine. Pour construire un dossier solide, peut être 1 mois. Et s'il met ses menaces à exécution avant cela, alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement. » En sortant de la réunion, Antoine semblait confiant, mais Lucie était toujours inquiète. Et si, au final, nous découvrons que nous n'avons pas suffisamment de preuves pour prouver qu'il a falsifié les accusations, alors au moins, nous aurons suffisamment d'informations pour neutraliser toute tentative de chantage futur. « Ce n'est pas suffisant pour moi, » dit Lucie avec fermeté. « Je veux que la vérité soit connue. Je veux que mon nom soit complètement lavé. » Antoine cessa de marcher et la regarda. « Et vous l'obtiendrez, je vous le promets. » Il y avait une conviction dans sa voix qui fit que Lucie crut pour la première fois depuis des mois qu'il était être possible de retrouver sa réputation et sa carrière. Pendant le reste de la semaine, la vie au manoir suivit une routine relativement normale. Antoine partait travailler le matin et rentrait en fin d'après-midi. Lucie passait la journée à lire dans la bibliothèque, à converser avec Madame Leroy et à essayer de ne pas penser de manière obsessionnelle à l'enquête en cours. Le week-end, ils reçurent une invitation inattendue. « Mon grand-père veut nous inviter à un dîner spécial samedi soir », annonça Antoine le vendredi pendant le petit déjeuner. « Il y aura plus de monde de la famille, quelques amis proches à lui. C'est assez formel. Il veut vous présenter à son cercle social. C'est une sorte d'approbation officielle. » Lucie sentit son estomac se nouer. Plus de gens connaîtraient leur histoire inventée,
plus le risque que quelqu'un découvre des incohérences serait grand. Tout ira bien, la rassura Antoine comme s'il lisait dans ses pensées. Ce sont des personnes éduquées. Elles poseront des questions polies et accepteront des réponses polies. Le samedi soir, Lucie s'habilla avec soin pour le dîner. Elle choisit une robe bleue foncée, élégante, mais discrète, des chaussures basses confortables et un minimum de bijoux. Elle voulait faire bonne impression, sans paraître vouloir impressionner. La maison du grand-père d'Antoine était pleine d'invités à leur arrivée. Une vingtaine de personnes circulaient dans le salon, un verre à la main, conversant en petits groupes. Lucie reconnut quelques visages du déjeuner précédent, mais la plupart étaient inconnus. Robert les reçut chaleureusement. « Lucie, ma chère, quel plaisir de vous revoir. Vous êtes radieuse. Merci, monsieur Robert. La maison est magnifique. Venez. Je veux vous présenter à des personnes spéciales. » Dans les 2 heures qui suivirent, Lucie fut présentée à des entrepreneurs, des médecins, des avocats, des professeurs à la retraite et leurs épouses respectives. Les conversations étaient superficielles, mais agréables, et elle réussit à se détendre progressivement. C'est pendant le dîner que la situation se compliqua. Elle était assise entre Antoine et une dame élégante d'une 60aine d'années, nommée Madame Dupont, qui mentionna avec désinvolture « Lucie, j'ai appris que vous étiez professeur à l'université de la Sorbonne Nouvelle. Quelle coïncidence, ma belle-fille a aussi étudié les lettres là-bas. Peu. Vous connaissez-vous ? C'est possible, répondit Lucie prudemment. Quand a-t-elle obtenu son diplôme ? Il y a environ 3 ans. Son nom est Laura Martin. Elle parle toujours très bien de ses professeurs. Lucie faillit s'étouffer avec son vin. Laura Martin avait été l'une de ses étudiantes les plus brillantes, et aussi l'une des premières à l'abandonner lorsque les accusations de plagiat avaient éclaté. Laura, oui, je me souviens d'elle, dit Lucie en essayant de garder une voix neutre. Quelle merveille. Je vais lui dire que je vous ai rencontré. Je suis sûre qu'elle sera contente de savoir que vous allez bien. Lucie échangea un regard inquiet avec Antoine. Si Laura apprenait qu'elle s'était mariée à un homme d'affaires riche si peu de temps après avoir vécu dans la rue, elle poserait certainement des questions. Et Laura connaissait tous les détails sur les accusations à l'université. En réalité, dit Lucie rapidement, je préfère ne pas mélanger ma vie actuelle avec mon passé professionnel. Je suis dans une phase de transition, vous comprenez ? Bien sûr, ma chère, je comprends parfaitement. Mais Lucie remarqua que Madame Dupont était restée curieuse de sa réaction, une personne de plus qui repartirait probablement avec des questions sans réponse. Après le dîner, alors qu'ils rentraient chez eux, Antoine demanda « Qui est Laura Martin ?» Lucie soupira. « Une ancienne élève. Une de celles qui m'ont abandonné quand les accusations ont commencé. Pensez-vous qu'elle puisse causer des problèmes ? Si elle découvre notre mariage et en parle à d'autres personnes de l'université, oui, cela peut être problématique. Nous nous en occuperons si cela arrive. Il ne sert à rien de s'inquiéter avant l'heure, mais Lucie s'inquiétait déjà. Elle avait l'impression de marcher dans un champ de mines, où n'importe quel faux pas pourrait faire exploser toute sa nouvelle vie. Le lundi, Michel Fournier appela avec les premières informations sur Albert. « Puis-je venir vous voir cet après-midi » demanda-t-il. « J'ai des choses intéressantes à vous montrer. » Antoine annula une réunion pour être présent lorsque l'enquêteur arriva. Michel Fournier apporta un dossier rempli de documents et de photographies. « Notre ami professeur a été très occupé », commença-t-il en éparpillant des papiers sur la table du salon. « J'ai découvert qu'il a utilisé la même tactique sur au moins 2 autres personnes au cours des 3 dernières années. »« Comment ça ?» demanda Lucie. « Une professeure de l'université de Lyon et un chercheur de l'université de Bordeaux. Tous 2 ont été accusés de plagiat dans des circonstances très similaires aux vôtres, et dans les 2 cas, Albert était impliqué dans les comités d'enquête. » Antoine se pencha pour examiner les documents. Et qu'est-il arrivé à ces autres victimes ? La professeure de l'université de Lyon a réussi à prouver son innocence après 2 ans de bataille juridique, mais a perdu le poste permanent qu'elle convoitait. Le chercheur de Bordeaux a complètement changé de domaine et travaille maintenant dans une entreprise privée. Cela prouve qu'il y a un schéma, dit Lucie, ressentant un mélange de soulagement et de colère. Exactement. Mais il y a plus. Albert a un fils qui fait un doctorat dans une prestigieuse université de Paris. Les frais de scolarité sont chers et, d'après les documents financiers auxquels j'ai pu accéder, son salaire de professeur ne suffirait pas à couvrir ses coûts. « Est-ce que quelqu'un le paie pour saboter d'autres professeurs ?» demanda Antoine. « C'est une possibilité. Ou utilise-t-il le chantage pour obtenir de l'argent supplémentaire ? Je dois enquêter plus en profondeur pour en être sûr. » Michel Fournier montra quelques photographies d'Albert entrant et sortant d'immeubles chers, dînant dans des restaurants sophistiqués,
conduisant une voiture qui coûtait bien plus que ce qu'il pouvait se permettre avec son salaire. Son style de vie ne correspond pas à ses revenus officiels, observa l'enquêteur. C'est toujours un signal d'alarme. Que faisons-nous maintenant? Demanda Lucie. Maintenant, nous allons parler aux autres victimes. Si nous réussissons à les faire collaborer, nous pourrons construire un dossier beaucoup plus solide. Dans les jours suivants, Michel Fournier réussit à contacter la professeure de l'Université de Lyon et le chercheur de Bordeaux. Tous deux se montrèrent intéressés à coopérer lorsqu'ils apprirent qu'il y avait d'autres victimes. La professeure de l'Université de Lyon, la docteure Hélène Moreau, accepta de rencontrer Lucie dans un café de Paris en fin de semaine. « Je n'ai jamais pu le prouver, mais j'ai toujours su qu'Albert avait un intérêt personnel à me nuire », commenta Hélène lors de la rencontre. « Il voulait le poste de coordinateur du programme de master que je convoitais. Et vous avez obtenu le poste après avoir prouvé votre innocence? Non, le poste est allé à un de ses protégés. J'ai complètement quitté l'université et j'ai commencé à travailler dans une école privée. Avez-vous toujours des documents de votre dossier? J'ai tout gardé. Je n'ai jamais pu me débarrasser des papiers, avec l'espoir qu'un jour ils puissent servir à quelque chose d'utile. » Lucie se sentit moins seule pour la première fois depuis des mois. Il y avait d'autres personnes qui comprenaient exactement ce qu'elle avait vécu. Le chercheur de Bordeaux, le docteur Raphaël Bernard, partagea une histoire encore plus troublante lors d'une visioconférence. « Albert est venu me voir après la fin de mon dossier », raconta Raphaël. « Il a dit qu'il pouvait m'aider à laver mon nom en échange d'une faveur. Il voulait que je falsifie des données d'une recherche qui bénéficierait à une entreprise qui lui versait des pots de vin. »« Et vous l'avez fait ?» demanda Lucie. « Bien sûr que non, mais la menace était claire. Si je ne coopérais pas, il s'assurerait que je ne travaillerais plus jamais dans aucune université du pays. » Antoine participa à toutes ces conversations, prenant des notes et posant des questions pertinentes. Lucie était impressionnée par sa capacité à comprendre rapidement les nuances de la situation. « Nous avons affaire à quelque chose de bien plus grave qu'un chantage individuel, observa-t-il après la conversation avec Raphaël. C'est de la corruption systémique. Michel Fournier était d'accord. Et les hommes comme Albert travaillent rarement seuls. Il existe probablement un réseau de personnes impliquées. Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Demanda Lucie. Cela signifie que lorsque nous exposerons cette situation, non seulement vous serez exonéré, mais vous serez considéré comme l'une des premières victimes d'un schéma beaucoup plus vaste. C'était plus que ce que Lucie avait osé espérer. Non seulement laver son nom, mais être reconnue publiquement comme victime d'une injustice. Mais cela signifiait aussi que les risques étaient plus grands. Si Albert faisait partie d'un réseau de corruption, il avait des ressources et des relations qui pourraient le rendre plus dangereux s'il se sentait menacé. Le jeudi de la deuxième semaine, après la visite d'Albert, il apparut de nouveau au manoir d'Antoine. Cette fois, il ne fut pas annoncé poliment par Madame Leroy. Il apparut simplement à la porte quand Lucie était seule à la maison. « Le temps est écoulé, Lucie, » dit-il dès qu'elle ouvrit la porte. « J'espère que vous avez réfléchi à ma proposition. »« Oui, j'ai réfléchi, » répondit-elle, ne laissant la porte qu'entr'ouverte. « Et ma réponse est non. » L'expression d'Albert changea immédiatement. Le faux sourire disparut, révélant quelque chose de plus sombre. « J'espère que vous ne regretterez pas cette décision. »« Je ne regretterai pas. Nous verrons bien. Votre cher mari sait-il qu'il est marié à une imposture académique, une femme qui a volé les travaux d'autres professeurs? Il connaît la vérité sur ce que vous avez fait. » Albert parut sincèrement surpris. « Ah, oui? Et qu'est-ce que vous croyez pouvoir prouver exactement? » « Plus que vous ne l'imaginez. » Lucie ferma la porte et appela immédiatement Antoine. Il arriva à la maison en 10 minutes, accompagné de Michel Fournier, qui avait été appelé pour une réunion d'urgence. « Il se sent sous pression, » observa l'enquêteur. « C'est une bonne chose. Les personnes sous pression commettent des erreurs. »« Quel genre d'erreurs ?» demanda Antoine. « Ils vont essayer d'accélérer leur manigance. Peut-être contacteront-ils des complices de manière négligente ou tenteront-ils de se débarrasser de preuves à la hâte. Et s'il essaie de nuire publiquement à Lucie avant que nous ne réussissions à l'exposer, alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement. » Michel Fournier avait préparé une stratégie pour cette éventualité. Il avait des contacts dans les médias qui pourraient publier la vraie version de l'histoire si Albert tentait de répandre des mensonges. « Mais je préfère éviter une guerre publique, » expliqua-t-il. « Il est préférable de résoudre cela en coulisses de manière à ce qu'Albert soit contraint d'admettre la vérité sans causer plus de tort à personne. » Comment ? En le confrontant avec des preuves irréfutables de ses autres crimes, s'il sait qu'il peut être arrêté ou tout perdre. Peut-être acceptera-t-il un accord où il avoue l'affaire de Lucie en échange de ne pas être poursuivi pour les autres fraudes. C'était un plan risqué, mais il semblait être la meilleure option disponible.
Le week-end, Antoine suggéra de faire quelque chose de relaxant pour distraire leur esprit de la situation stressante. « Et si nous allions au musée Rodin ?» proposa-t-il. « Il fait un temps magnifique, et vous semblez avoir besoin d'une distraction. » Lucie pensa que c'était une bonne idée. Cela faisait des années qu'elle n'avait pas visité le musée d'art contemporain de Paris, et elle avait toujours aimé se promener dans les jardins et observer les installations artistiques. Dans la voiture, en route pour le musée Rodin, ils conversèrent sur des sujets plus légers, l'art, la musique, les lieux qu'ils avaient visités, les livres qu'ils avaient lus récemment. C'était réconfortant d'avoir une conversation normale après des semaines passées à se concentrer uniquement sur les problèmes et les enquêtes. « Puis-je poser une question ?» dit Antoine en conduisant. « Bien sûr. Si nous réussissons à résoudre tout cela avec Albert et à laver votre nom, que voulez-vous faire ensuite ?» Lucie réfléchit un instant. « Reprendre l'enseignement est ce que j'ai toujours voulu faire. Enseigner la littérature, encadrer des recherches, travailler avec des jeunes désireux d'apprendre. À Paris, je ne sais pas, peut-être qu'il serait préférable de commencer dans une autre ville, dans une autre région, où personne ne me connaît et où je pourrais avoir un nouveau départ complètement frais. » Antoine garda le silence quelques instants. « Et nous ?» demanda-t-il finalement. Lucie sentit son cœur s'accélérer. C'était la question que tous deux avaient évité de poser directement. « Je ne sais pas », répondit-elle honnêtement. « Notre situation est très compliquée. Pourquoi ? Parce que cela a commencé comme un accord commercial. Comment puis-je être sûr que ce que je ressens est réel, et pas seulement de la gratitude ou de la commodité ? Et moi ? Comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas là seulement pour l'argent et la sécurité ? » C'étaient des questions justes et difficiles à répondre. Peut-être ne le découvrirons-nous que lorsque nous n'aurons plus aucune raison pratique d'être ensemble, dit Lucie. Peut-être. Au musée Rodin, ils se promenèrent dans les jardins dans un silence confortable, observant les installations artistiques et profitant de l'air pur et de la tranquillité des lieux. C'était le premier jour depuis des semaines où Lucie parvenait à se détendre complètement et à ne pas penser aux problèmes qui les entouraient. « Merci de m'avoir amené ici, dit-elle alors qu'ils étaient assis sur un banc, observant une sculpture. Merci d'avoir accepté de venir. Cela faisait longtemps que je ne me sentais pas aussi calme. Même avec tous les problèmes que nous rencontrons, surtout à cause d'eux, vous m'avez fait réaliser qu'il y a des choses dans la vie plus importantes que le travail et les obligations familiales. » Lucie le regarda. Le soleil de l'après-midi illuminait ses yeux bleus, et il y avait une expression de sérénité sur son visage qu'elle voyait rarement quand ils étaient à la maison. Comme quoi, un véritable compagnonnage, avoir quelqu'un avec qui partager les moments difficiles et les bons, sentir que je n'affronte pas tout seul. Elle comprit parfaitement. C'était exactement ce qu'elle ressentait aussi. « Antoine, je sais, c'est risqué de se rapprocher ainsi, mais je ne peux pas l'éviter. » Lucie ne pouvait pas non plus l'éviter. Chaque jour qui passait, elle se sentait plus connectée à lui. Ce n'était pas seulement une attirance physique, bien que celle-ci existât aussi. C'était une affinité profonde, le sentiment qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait complètement, mais il y avait encore la question de l'accord entre eux et la situation avec Albert et l'incertitude quant à l'avenir. Le lundi, Michel Fournier appela avec des nouvelles urgentes. « J'ai besoin de vous parler immédiatement, dit-il. J'ai découvert quelque chose d'important sur Albert. » Ils se rencontrèrent dans le bureau de l'enquêteur au centre-ville. Michel Fournier avait une expression grave lorsqu'il les reçut. « J'ai organisé cette réunion ici parce que je soupçonne que votre maison pourrait être sous surveillance, » expliqua-t-il. « Comment ça ?» demanda Antoine. « Albert a engagé un détective privé pour découvrir tout ce qu'il peut sur vous, surtout sur votre mariage. » Lucie sentit le sang se glacer. « Il soupçonne que notre mariage est faux ? Non seulement il le soupçonne, il a des preuves. » Michel Fournier ouvrit un dossier et montra plusieurs photographies. Lucie se vit sur les images, depuis les jours où elle vivait dans le jardin du Luxembourg jusqu'au moment où elle entra pour la première fois dans la voiture d'Antoine. Comment a-t-il obtenu ces photos ? Il vous a probablement suivi pendant des semaines, voire des mois, peut-être depuis que vous avez quitté l'université. Antoine examina les photographies avec une expression sombre. Qu'a-t-il l'intention de faire avec ça ? Vous faire chanter tous les deux. S'il prouve que le mariage est faux, il peut ruiner la réputation d'Antoine et vous faire perdre l'héritage. Et quant à moi, demanda Lucie, pour vous ce serait encore pire. Vous seriez considéré comme une escroc qui a profité d'un homme riche. Cela détruirait toute chance que vous récupériez votre réputation académique. La situation était devenue beaucoup plus sérieuse que n'importe lequel d'entre eux n'aurait pu l'imaginer. Quelles options avons-nous ? demanda Antoine. Peu, et toutes risquées. Nous pouvons essayer d'exposer ces crimes avant qu'ils ne vous exposent, ou vous pouvez envisager d'officialiser le mariage pour de vrai.
Comment ça? Demanda Lucie. Si vous êtes vraiment tombés amoureux et voulez être ensemble, le mariage cesse d'être faux. Albert n'aurait plus rien à utiliser contre vous. Lucie et Antoine se regardèrent. C'était une solution logique, mais qui comportait d'énormes implications émotionnelles. Nous devons y réfléchir, dit Antoine. Nous n'avons pas beaucoup de temps, avertit Michel Fournier. D'après les informations que j'ai obtenues, Albert a l'intention d'agir dans les prochains jours. Sur le chemin du retour, Lucie et Antoine ne parlèrent presque pas. Tous deux étaient absorbés par leurs propres pensées, traitant la nouvelle réalité de la situation. À la maison, ils s'assirent dans la bibliothèque, dans des fauteuils face à face, essayant de décider quoi faire. Michel Fournier a raison, dit Antoine finalement. Si nous décidons que nous voulons vraiment être ensemble, Albert ne peut pas nous nuire. Mais si nous prenons cette décision seulement par peur et non par amour réel, comment pouvons-nous être sûrs de ce que nous ressentons au milieu de toute cette pression? Peut-être, ne pouvons-nous pas avoir une certitude absolue? Peut-être, devons-nous faire confiance à ce que nous ressentons maintenant et espérer que ce soit réel? Lucie se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le jardin où ils avaient marché ensemble si souvent ces dernières semaines. « Antoine, puis-je vous dire quelque chose? Bien sûr, ces derniers jours, je me suis imaginé ce que ce serait de continuer à vivre ici avec vous, non pas pour l'argent ou la sécurité, mais parce que je me sens chez moi à vos côtés. » Antoine se leva et s'approcha d'elle. J'y pensais aussi. Cette maison a toujours été très grande et silencieuse pour moi. Depuis que vous êtes arrivés, elle ressemble enfin à un foyer. Ils restèrent l'un à côté de l'autre près de la fenêtre, sans se toucher, mais sentant la proximité de l'autre. « Alors, que faisons-nous » demanda Lucie. « Nous décidons si nous voulons essayer de faire en sorte que cela fonctionne pour de vrai, indépendamment d'Albert, indépendamment de l'héritage, indépendamment de toutes les raisons pratiques qui nous ont amenés ici. Et vous, que voulez-vous » Antoine se retourna pour la regarder. « Je veux essayer. Je veux voir si ce que je ressens est réel et durable. Je veux nous donner une chance. » Lucie sentit son cœur s'accélérer. C'était ce qu'elle voulait aussi, mais elle avait peur de l'admettre. Et si ça ne marche pas, alors au moins nous saurons que nous avons essayé. C'est mieux que de passer le reste de la vie à se demander « Et si ?» Lucie inspira profondément et prit une décision. « D'accord, nous allons essayer. » Antoine sourit pour la première fois depuis des jours. « Vraiment, vraiment. » Il s'approcha et toucha doucement son visage. « Puis-je vous embrasser pour de vrai cette fois ?» En réponse, Lucie se pencha vers lui. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme si tous deux testaient encore les limites de cette nouvelle dynamique entre eux. Puis il s'intensifia, chargé de semaines de tensions refoulées et de sentiments qu'ils avaient essayé d'ignorer. Quand ils se séparèrent, Antoine posa son front sur le sien. « Alors, maintenant nous sommes vraiment mariés ?» « Je crois que oui. Comment vous sentez-vous? Effrayée, espérante, heureuse? Moi aussi. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de laisser un j'aime et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant, à continuer. Cette nuit-là, ils parlèrent tard de la façon dont leur nouvelle relation fonctionnerait. Ils décidèrent de prendre les choses calmement, de mieux se connaître en tant que vrai couple et non en tant que personne jouant un rôle. « Je veux connaître la vraie Lucie », dit Antoine. « Pas la professeure qui a tout perdu, pas la femme qui vivait dans la rue, mais qui vous aide vraiment, en dessous de toutes ces circonstances. Et moi, je veux connaître le vrai Antoine, » répondit-elle. « Pas seulement l'homme d'affaires prospère ou le petit-fils dévoué, mais la personne que vous êtes quand personne ne vous regarde. » C'était un nouveau départ pour les deux, mais ils devaient encore affronter Albert. Le lendemain matin, Michel Fournier appela avec une proposition risquée. « Je veux confronter Albert directement avec les preuves que nous avons sur ses autres crimes, dit-il. Si nous le faisons de la bonne manière, nous pourrons être le forcer à reculer sans avoir besoin d'exposer votre mariage. »« Comment ?» demanda Antoine, en organisant une réunion avec lui, en lui montrant que nous connaissons l'affaire de la professeure de l'Université de Lyon et du chercheur de Bordeaux, et en lui faisant comprendre que nous pouvons ruiner sa vie, tout comme il a ruiné la vie d'autres personnes. C'était risqué, mais cela pourrait fonctionner. Les hommes comme Albert ne comprenaient que le langage de la force. La réunion fut programmée pour la fin de l'après-midi dans un hôtel discret du centre-ville. Antoine insista pour accompagner Lucie et Michel Fournier. Albert arriva ponctuellement avec une expression confiante qui disparut rapidement lorsqu'il vit qu'il n'avait pas affaire uniquement à Lucie. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il lorsqu'ils s'assirent dans un salon réservé. « Une conversation sur des vérités dérangeantes,
répondit Michel Fournier, en ouvrant un dossier rempli de documents spécifiquement sur vos activités extralégales des 5 dernières années. L'expression d'Albert changea complètement lorsqu'il vit des photographies, des extraits bancaires et des témoignages d'autres victimes éparpillés sur la table. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Non ? Alors laissez-moi vous éclaircir, » dit Michel Fournier calmement. « Hélène Moreau, Université de Lyon. Raphaël Bernard, Université de Bordeaux. Lucie Dubois, Université de la Sorbonne Nouvelle. 3 professeurs faussement accusés de plagiat universitaire dans des situations où vous aviez un accès privilégié au processus d'enquête. Albert était visiblement pâle. Cela ne prouve rien, non ? Et qu'en est-il des paiements irréguliers que vous avez reçus d'entreprises désireuses de favoriser certains candidats dans des concours universitaires ou des documents falsifiés que nous avons trouvés dans votre bureau à l'université ? C'était un bluff, mais Michel Fournier le présenta avec une telle conviction qu'Albert le crut. « Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons que vous cessiez de persécuter Lucie, dit Antoine en parlant pour la première fois de la réunion. Nous voulons que vous admettiez publiquement que les accusations portées contre elle étaient fausses, et nous voulons que vous vous retiriez discrètement de la vie universitaire, avant que nous ne décidions d'exposer tout ce que nous savons sur vous. Et si je n'accepte pas ?» Michel Fournier se pencha en avant. « Alors demain matin, toutes les universités du pays recevront un rapport détaillé sur vos activités. Les médias recevront également des copies. Et la police recevra des preuves de crimes fédéraux liés à la corruption dans les établissements d'enseignement supérieur. » Albert garda le silence pendant plusieurs minutes, calculant clairement ses options. « Et si je fais ce que vous demandez, quelle garantie y a-t-il que vous ne me poursuivrez pas après ? Parce que nous n'avons aucun intérêt à détruire votre vie, répondit Lucie. Nous voulons juste que vous cessiez de détruire celle des autres. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Vous avez 24 heures, dit Michel Fournier. Demain, à la même heure, nous voulons votre réponse. Albert quitta la réunion visiblement affecté. Michel Fournier était sûr qu'il accepterait l'accord. Les hommes comme lui sont fondamentalement des lâches, expliqua-t-il. Quand ils réalisent qu'ils peuvent tout perdre, ils choisissent toujours de sauver ce qu'ils peuvent. Mais Lucie n'était pas aussi optimiste. Et s'il décide de nous nuire avant de reculer, il a toujours ces photographies de notre mariage. Alors nous serons prêts à contre-attaquer immédiatement, répondit Antoine. Nous avons suffisamment de preuves pour détruire sa crédibilité plus rapidement qu'il ne pourra détruire la nôtre. Cette nuit-là, Lucie et Antoine dînèrent à la maison, essayant de maintenir la normalité malgré la tension. Ils parlèrent de leurs projets d'avenir, en supposant que tout se passerait bien avec Albert. « Quand tout cela sera terminé, dit Antoine, j'aimerais mieux connaître votre domaine académique. Peu. Être pourriez-vous m'enseigner la littérature française? Pour de vrai, cette fois, pas seulement pour faire semblant devant ma famille. Voulez-vous vraiment apprendre, ou essayez-vous simplement de m'impressionner? Je veux apprendre. Je veux comprendre les choses qui sont importantes pour vous. » Lucie sourit. C'était l'une des choses qu'elle appréciait le plus chez Antoine, sa volonté sincère de grandir et d'apprendre. « Et moi, j'aimerais mieux comprendre vos affaires, dit-elle. J'ai toujours été intéressée par le fonctionnement des entreprises familiales, surtout celles qui sont passées par plusieurs générations. Notre entreprise a une histoire intéressante. Mon arrière-grand-père a commencé avec une petite quincaillerie et chaque génération l'a étendue à de nouveaux domaines. Et vous, que voulez-vous ajouter à l'héritage familial? » Antoine réfléchit un instant. Des projets sociaux, de l'éducation pour les communautés défavorisées. Utiliser les ressources de l'entreprise pour faire une différence dans la vie des gens. Lucie fut impressionnée. C'était une vision noble et très différente du stéréotype de l'homme d'affaires avare. C'est pourquoi il est si important pour vous de recevoir l'héritage. Pour pouvoir mettre en œuvre ces projets, en partie aussi parce que c'est un héritage familial que je ne veux pas perdre, mais principalement oui, pour les projets sociaux. C'était une raison de plus pour Lucie de l'admirer. Antoine ne se battait pas seulement pour l'argent ou le statut, mais pour une opportunité de faire le bien. Le lendemain matin, Michel Fournier appela tôt. « Albert a accepté nos conditions », annonça-t-il. « Il va signer une confession admettant qu'il a falsifié les preuves contre vous, Lucie, et il va prendre sa retraite anticipée de l'université. » Lucie ressentit un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Comment ça? Il a simplement accepté ? Nous avons découvert d'autres choses sur lui pendant la nuit, des preuves qu'il était impliqué dans des stratagèmes encore pires que ce que nous pensions. Lorsque nous le lui avons présenté ce matin, il a réalisé qu'il n'avait pas le choix. Quel genre de preuves? Je préfère ne pas entrer dans les détails par téléphone. Venez à mon bureau cet après-midi et je vous expliquerai tout personnellement. » Au bureau de Michel Fournier, ils découvrirent l'étendue complète des crimes d'Albert.
En plus de saboter des carrières universitaires, il avait été impliqué dans des fraudes lors d'appels d'offres universitaires, des ventes illégales de places dans des cursus de master, et même dans des stratagèmes de blanchiment d'argent. C'est bien plus vaste que ce que nous avions imaginé, expliqua Michel Fournier. Quand je lui ai montré que nous avions des preuves de ses activités, il a désespérément cherché un accord, et la confession concernant mon cas est déjà signée et enregistrée chez le notaire. Vous êtes officiellement acquittée, Lucie. Lucie sentit des larmes monter aux yeux. Après tant de mois d'humiliation et de désespoir, elle avait enfin retrouvé sa réputation. « Merci », murmura-t-elle à Michel Fournier. « Merci de ne pas avoir abandonné, et merci à vous aussi, dit-elle à Antoine en lui prenant la main, d'avoir cru en moi et d'avoir fourni les ressources pour découvrir la vérité. Vous n'avez pas à me remercier, répondit-il en lui serrant la main. Nous l'avons fait ensemble. Dans les jours suivants, la confession d'Albert se répandit rapidement dans le milieu universitaire. L'université publia un communiqué officiel exonérant Lucie et s'excusant du traitement qu'elle avait reçu. D'autres universités commencèrent à la contacter, lui offrant des postes. « Comment vous sentez-vous » demanda Antoine un soir, alors qu'il célébrait à la maison avec une bouteille de champagne. « Libre », répondit Lucie. « Pour la première fois depuis plus d'1 an, je me sens complètement libre. Et que voulez-vous faire de cette liberté ?» Lucie réfléchit attentivement avant de répondre. « Je veux reprendre l'enseignement, mais ici à Paris, si vous êtes d'accord. Je veux rester près de vous. Êtes-vous sûr? Ne voulez-vous pas un nouveau départ ailleurs? Mon nouveau départ est ici avec vous. » Antoine sourit et l'embrassa doucement. « Et qu'en est-il de notre accord original? Les 6 mois? Le divorce? Je crois que nous pouvons rompre ce contrat, n'est-ce pas? » Absolument. 6 mois plus tard, Lucie était de retour dans les salles de classe, cette fois en tant que professeur titulaire à l'Université de Lyon. Ses étudiants l'adoraient, ses collègues la respectaient, et elle sentait enfin qu'elle était à sa place. Antoine avait mis en œuvre ses projets sociaux, y compris un programme de bourse pour les étudiants défavorisés qui souhaitaient poursuivre une carrière universitaire. Lucie l'aidait à sélectionner les bénéficiaires, s'assurant que les jeunes talents aient des opportunités qu'ils avaient eux-mêmes failli perdre. Robert, le grand-père d'Antoine, était devenu l'un des plus grands défenseurs de Lucie. Il disait souvent à qui voulait l'entendre que son petit-fils avait choisi une femme exceptionnelle. « Elle a du cran », disait-il. « Elle a traversé des difficultés qui briseraient beaucoup de gens, mais elle en est sortie plus forte. » Delphine, étonnamment, en vint également à respecter Lucie après avoir connu toute l'histoire. Elle alla même jusqu'à s'excuser pour son hostilité initiale. « Je pensais que vous n'étiez qu'une opportuniste de plus derrière l'argent de la famille », admit-elle lors d'un déjeuner familial. « Je ne savais pas que vous aviez traversé tout cela. » Une nuit, alors qu'ils étaient dans la bibliothèque à lire ensemble, Antoine posa une question qui leur trottait dans la tête depuis des semaines. « Lucie, regrettez-vous quelque chose de la façon dont tout s'est passé entre nous ?» Elle ferma le livre et le regarda. « Rien d'important. Et vous ? Moi non plus. Bien que nos débuts aient été peu conventionnels, c'était être exactement ce qu'il fallait. Si nous nous étions rencontrés dans des circonstances normales, ne nous serions-nous jamais connectés aussi profondément. » Comment ça? Parce que, lorsque nous nous sommes rencontrés, nous étions tous les deux à des moments vulnérables de nos vies. Vous avec la pression de l'héritage, moi avec ma situation désespérée. Cela nous a obligés à être complètement honnêtes l'un envers l'autre dès le début. Antoine hocha la tête. Dans les relations conventionnelles, les gens cachaient souvent leurs problèmes et leurs insécurités jusqu'à très tard dans la relation. Ils avaient dû affronter les difficultés ensemble dès le premier jour. « Puis-je vous demander quelque chose ?» dit Lucie. « Toujours. Quand avez-vous su que vous tombiez amoureux de moi ? Vraiment, pas seulement en respectant notre accord. » Antoine réfléchit attentivement. « C'est quand vous avez affronté Albert cette première fois qu'il est apparu ici. J'ai vu le courage que vous avez eu de lui tenir tête, même en ayant peur. À ce moment-là, j'ai réalisé que vous étiez beaucoup plus forte que n'importe quelle circonstance que vous affrontiez. Et vous, quand l'avez-vous su? Quand vous m'avez défendu au déjeuner avec votre famille, même en sachant que vous détestiez le rouge et le noir, répondit-elle en riant. J'ai vu que vous étiez prêt à me protéger même quand vous n'étiez pas obligé de le faire. » Ils sourirent en se remémorant ce moment qui semblait maintenant s'être produit il y a très longtemps. 2 ans plus tard, Lucie était enceinte de leur premier enfant. La grossesse avait été planifiée et tous deux étaient enthousiastes à l'idée de fonder une vraie famille. « Comment expliquerons-nous à nos enfants comment nous nous sommes rencontrés ?» demanda Antoine un soir, les mains sur le ventre de Lucie. « Nous dirons la vérité, » répondit-elle, « que parfois les meilleures choses de la vie arrivent de la manière la plus inattendue.
Et s'ils demandent pourquoi vous viviez dans la rue, nous leur apprendrons l'injustice, comment parfois des gens mauvais nuisent à des gens bons, et à quel point il est important de se battre pour la vérité, même quand cela semble impossible. Et sur la façon dont vous avez accepté d'épouser un étranger? Lucie sourit. Nous dirons que parfois il faut prendre des risques pour trouver le bonheur et que votre père était très persuasif. Antoine rit et l'embrassa sur le front. Je suis reconnaissant chaque jour que vous ayez pris ce risque. Moi aussi. 3 ans après la première rencontre au Jardin du Luxembourg, Lucie publia un livre sur son expérience, Reconstruction, une histoire d'injustice, d'amour et de seconde chance. Il devint un best-seller et fut utilisé dans des cours d'éthique universitaire dans plusieurs universités. Dans la dédicace, elle écrivit « À Antoine, qui m'a appris que les fins heureuses sont possibles quand on trouve quelqu'un prêt à se battre à vos côtés. Et à tous ceux qui affrontent des injustices, ne renoncez jamais à la vérité. » L'argent des droits d'auteur fut reversé à un fonds qui aidait les professeurs victimes de persécutions universitaires injustes. C'était une façon de s'assurer que d'autres personnes dans des situations similaires aient les ressources nécessaires pour défendre leur réputation. Albert, quant à lui, disparut complètement du milieu universitaire. Les rumeurs disaient qu'il avait déménagé en province et travaillait dans une entreprise familiale loin des universités. Aucune de ses victimes ne le chercha jamais pour des affrontements ou des vengeances. La vérité avait suffi. Michel Fournier continua de travailler comme détective privé, mais il se spécialisa dans les cas de corruption universitaire. Il disait que l'affaire de Lucie lui avait ouvert les yeux sur un problème beaucoup plus vaste dans le système universitaire français. Un jour, 5 ans après cette première rencontre dans le parc, Lucie et Antoine emmenèrent leur fils de 2 ans jouer dans le même parc où tout avait commencé. L'enfant courait entre les bancs, riant et jouant, complètement inconscient de l'histoire dramatique qui s'y était déroulée des années auparavant. « Vous souvenez-vous de ce que vous ressentiez ce jour-là » demanda Antoine, désignant le banc où il l'avait trouvé cherchant de la nourriture. « Je me souviens, » dit Lucie en observant l'enfant jouer. « Je me sentais perdu, sans espoir, comme si ma vie était terminée. Et maintenant ? Maintenant, je sais que parfois la vie doit se terminer complètement pour pouvoir recommencer de la bonne manière. » Antoine l'embrassa par derrière, posant son menton sur son épaule. « Merci d'avoir accepté ma proposition folle ce jour-là. Merci d'avoir fait la proposition. Même si c'était égoïste de ma part, je ne pensais qu'à résoudre mon problème d'héritage. Mais vous ne saviez pas que vous me sauviez aussi. Parfois, nous faisons ce qui est juste pour de mauvaises raisons, et parfois les bonnes personnes se rencontrent au moment les plus improbables. » Ils restèrent là, observant leur fils jouer dans le parc, pensant à toutes les coïncidences impossibles qui les avaient menés à ce moment. Si Lucie n'avait pas tout perdu, si Antoine n'avait pas eu la pression de l'héritage, si Albert n'avait pas été si ambitieux, si Michel Fournier n'avait pas été si compétent, n'importe quel changement dans cette chaîne d'événements aurait pu aboutir à une fin complètement différente, mais toutes ces choses s'étaient produites exactement comme elles devaient se produire pour qu'ils se rencontrent. « Croyez-vous au destin ?» demanda Lucie. « Je crois au choix », répondit Antoine. « Je crois que le destin peut mettre des opportunités sur notre chemin, mais c'est à nous de décider si nous allons les saisir. Et croyez-vous que nous avons bien saisi notre opportunité ?» Antoine regarda son fils, sa femme, la vie qu'ils avaient construite ensemble, à partir d'une proposition absurde, dans un parc du centre de Paris. « Je crois que nous l'avons saisi parfaitement. » Cette nuit-là, alors qu'ils couchaient leur fils, Lucie trouva une vieille lettre dans un tiroir. C'était la première version du contrat qu'Antoine avait esquissé pour leur accord original. 6 mois de faux mariage en échange de 250 000 €. Elle montra le papier à Antoine. « Regardez ce que j'ai trouvé. » Il rit en voyant sa propre écriture griffonnant des clauses sur l'absence d'intimité physique et le divorce automatique après la période convenue. « J'aurais dû demander à un avocat de bien rédiger cela, commenta-t-il. Pourquoi ? Parce que ce contrat contient plusieurs lacunes que l'un ou l'autre aurait pu utiliser pour rompre l'accord. Comme quoi ? Comme ici où il est dit que le mariage ne serait qu'une mise en scène, il ne précise pas ce qui se passerait si l'un des deux tombait réellement amoureux. Lucie sourit. Une faille contractuelle très commode. Extrêmement commode. Elle déchira le papier en petits morceaux. Maintenant, il n'y a plus aucune preuve que notre mariage a commencé comme un accord commercial. Vous détruisez des preuves historiques importantes. Je crée de l'espace pour notre véritable histoire. Antoine l'embrassa doucement. Quelle est notre véritable histoire ? L'histoire de 2 personnes qui se sont rencontrées au bon moment de la bonne manière et ont décidé de construire une vie ensemble basée sur l'amour, le respect et la compréhension mutuelle. J'aime mieux cette version. Moi aussi. Des années plus tard,
Lorsqu'ils racontaient leur histoire à des amis ou à leur famille, ils ne mentionnaient jamais les détails de l'accord original. Ils parlaient d'une rencontre fortuite dans un parc, d'un coup de foudre un peu atypique, et de la façon dont ils avaient décidé de se marier rapidement parce qu'ils savaient que c'était la bonne chose à faire. Techniquement, ce n'étaient pas des mensonges, c'était juste des versions simplifiées d'une vérité beaucoup plus complexe. Parfois, la vérité la plus profonde ne réside pas dans les détails spécifiques de la façon dont quelque chose s'est produit, mais dans ce qui a résulté de ces événements. Et ce qui a résulté de la rencontre impossible entre un homme d'affaires désespéré et une professeure désespérée, ce fut une famille heureuse, des carrières reconstruites, des vies transformées, et la preuve que les secondes chances peuvent mener à des fins encore meilleures que les premières. 10 ans plus tard, lorsque Antoine et Lucie renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime avec la famille et les amis proches, Robert porta un toast qui résumait parfaitement leur parcours. À mon petit-fils Antoine et à ma petite-fille Lucie, qui nous ont appris que le véritable amour peut naître des circonstances les plus improbables, grandir dans les conditions les plus difficiles et s'épanouir plus magnifiquement que n'importe quel conte de fées. Vous avez prouvé que lorsque deux personnes sont prêtes à se battre ensemble pour la vérité, pour la justice et pour l'amour, il n'y a pas d'obstacle qu'elles ne puissent surmonter. Tous les invités applaudirent, mais pour Lucie et Antoine, les mots les plus importants étaient ceux qui n'avaient pas besoin d'être prononcés à voix haute, qu'ils avaient trouvé l'un en l'autre non seulement des partenaires amoureux, mais de véritables partenaires pour la vie. Et quand ils sortirent de cette célébration main dans la main sous les étoiles de Paris, tous deux savaient que leur histoire ne faisait que commencer, car les meilleures fins heureuses ne sont pas celles où tout se termine parfaitement, mais celles où tout recommence encore mieux. Fin de l'histoire. Et vous, chère auditrice, qu'avez-vous pensé du voyage de Lucie et Antoine? Croyez-vous que le véritable amour puisse naître des situations les plus inattendues? Avez-vous déjà affronté des moments dans votre vie où tout semblait perdu, mais où vous avez fini par découvrir que ce n'était que le début de quelque chose de mieux? Partagez vos expériences dans les commentaires. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois les meilleures opportunités viennent déguisées en défis. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui touchent le cœur et montrent que la vie réserve toujours de merveilleuses surprises à ceux qui ont le courage de croire aux secondes chances. Oui,